À part le physique, qu'est-ce qui a changé en vous en 50 ans? Ah, disons que je suis devenu, plus rationnel. Euh, disons, la folie positive de la révolte et, et, s'est transformée. Aujourd'hui, j'ai plus, disons, d'abord une utopie qui est l'utopie européenne que j'ai développée au cours des années. C'est de la sagesse? Oh, des fois, je suis pas tellement sage, mais c'est l'intelligence de l'âge. C'est pas toujours de la sagesse. Et puis, ce qui a beaucoup changé, c'est que à 23 ans, j'aurais jamais cru de me marier. Donc, je me suis marié. Nous vivons ensemble depuis 32 ans. On s'est marié après 17 ans de vie en Pourquoi ce couple. besoin d'un cadre institutionnel? C'est pas un cadre institutionnel, en fait c'est ma femme qui m'a fait une déclaration, disons une déclaration en disant maintenant on va se marier. C'était à l'époque où en même temps moi j'avais dit que j'allais faire une campagne en France et on a senti le besoin de bien décrire les choses, même si je fais une campagne, ma première campagne européenne en France, donc en 99. Ça ne veut pas dire que je rentre en France, voilà. Mais notre fils avait 7 ans déjà. Vous avez attendu Très très loin. longtemps pour être père. Oui, enfin, Vous aviez c'est plus compliqué. 45 ans? Ouais, mais en fait, j'ai découvert il y a 6 Mm. ans que j'avais une fille qui a 43 ans. Donc, j'ai été très, très jeune père. Parce que C'est incroyable cette histoire. Ouais, c'est l'histoire comme ça. Racontez-la. Disons, c'est un copain. J'ai eu une histoire avec cette femme un après-midi, donc en 1973. Ah, vous en avez le souvenir. Oui, bah, bien sûr que j'en ai le souvenir, même si c'est un après-midi. Et en fait, ils sont restés ensemble et le père croyait que c'était lui le père. On a vécu ensemble en communauté. Et lui, elle a très jeune, elle a aimé le football. Son père, social, si on veut, n'aimait pas. C'est moi qui l'emmenais de temps en temps voir les matchs de foot, etc. Enfin, quand elle jouait. Et puis, au fil des années, sa mère s'est déclarée, a dit c'est pas sûr que ce soit ton père. Et bon, on, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, c'est moi le père. Et Donc un test ADN, j'imagine. un test ADN sans problème. Elle m'a demandé parce que sa mère lui dit il y avait 3 possibilités. Et puis voilà. Et au début, ça a été assez difficile parce qu'elle a voulu rattraper 40 ans, qui n'est pas possible. Mais maintenant, ça va très bien. Elle s'entend très bien avec mon fils. Elle s'entend très bien avec le premier fils de ma femme, avec toute la famille. Nous, on fête Noël recomposé. On est 17, donc il y a l'ex-mari de ma femme, sa femme, ses enfants, les petits-enfants, nos enfants. Et tout le monde s'entend. Tout le monde s'entend très bien. Le foot, c'est de la gourmandise. On aime toute sa vie ce que l'on a aimé enfant. C'est ce que vous dites. Le livre que j'ai écrit, là, Sous les crampons, la plage, c'est devenu une nouvelle forme de biographie. C'est-à-dire que je raconte ma vie, mais tout ça, c'est relié à mon évolution avec le football, avec mes considérations du football, avec mes amours du football. Et ça évolue au fil du temps. D'ailleurs, vous racontez dans le livre, mais vous avez un comportement un peu étrange quand même, non? Devant l'écran ou dans un stade, vous n'êtes plus vous, quoi. Et c'est ça. Et mon fils, d'ailleurs, et ses amis se foutent de moi toujours. C'est vrai, quand je regarde un match, je commande, je suis l'entraîneur, le capitaine de l'équipe, passe à droite, passe à gauche, mais pourquoi tu as fait ça? Enfin, oui, c'est vrai. Mais c'est à partir du moment où vous avez une passion du foot et le monde extérieur n'existe plus, vous regardez votre match. Vous soutenez toujours en fait, l'équipe de France? Je soutiens toujours. Alors là, c'est très politique, c'est infra-politique même. C'est vrai que, vu l'histoire, l'histoire de mes parents réfugiés, je suis toujours pour l'équipe de France contre l'équipe d'Allemagne. Toujours, toujours, toujours. C'est irrationnel, des fois c'est idiot, parce que les Allemands, des fois, sont meilleurs, mais ça fait rien. C'est le seul moment... C'est un parti pris. C'est un parti pris, un a priori qui est très fort. Alors vous regrettez, dans le livre d'ailleurs, vous consacrez un chapitre à l'argent.
Oui. Alors là, évidemment, l'argent tarit, en fait, ce sport. Mais comment on peut aller à l'encontre de ça? C'est comme la mondialisation. C'est comme la mondialisation, il faut réguler. Vous devez réguler la mondialisation pour qu'elle soit plus écologiquement responsable, socialement responsable. Et c'est la même chose avec le foot, avec le football. Et Michel Platini, quand il était président de l'UEFA, il avait commencé avec, disons, la responsabilité fiscale, de maîtriser les salaires, etc. Et il faut aller dans ces conséquences. Il faut aller dans cette direction. Michel Platini, vous en parlez. Il est vrai que lui, il était favorable aux Coupes du Monde au Qatar, en Russie et au Qatar. Vous, alors, pas du tout. Non, moi, je dis que... Alors, pour la Russie, aujourd'hui, je dis, vu ce qui se passe, ce qui s'est passé en Crimée, ce qui s'est passé en Syrie, je suis pour le boycott politique. C'est-à-dire que les politiques ne vont pas en Russie. On ne veut pas serrer la pince à Poutine après ce qui s'est passé en Crimée et aujourd'hui. Oui, mais Platini dit, lui, ce qui est important, c'est le développement, en fait, de ce sport, de cette discipline, où que ce soit. Le sport peut se développer, mais on me dit toujours, le sport et la politique, c'est pas la même chose. Quand le tirage au sort de la Coupe du Monde, celle qui va avoir lieu en Russie, a eu lieu au Kremlin, a été inauguré, enfin c'est le premier discours, ça a été par Poutine. C'est un acte politique. Il y a une instrumentalisation politique. Et à cela, il faut dire non. Et si demain, je rêve, des joueurs d'une équipe, je ne sais pas, les Islandais ou les Français, arrivaient en s'échauffant avec un maillot revendiquant la liberté de l'orientation sexuelle, en voyant cela en pleine face de Vladimir Poutine, je trouverais ça extraordinaire. Vous, c'est ce que vous feriez? Ouais, mais je ne serai jamais en équipe nationale, donc c'est facile. Et d'autant plus que vous êtes interdit. Je suis interdit en Russie, Pourquoi? mais ça, c'est mon honneur. Mais parce que j'ai souvent critiqué et attaqué le régime poutinien au Parlement européen, et au moment où il y a eu des interdictions pour pas mal, disons, de responsables économiques et politiques russes d'aller aux États-Unis ou en Europe, eh bien, ils ont fait une liste aussi de 60 noms, et à mon honneur, j'étais dedans. Vous comprenez, vous, l'attitude de Depardieu, qui est fanatique de Poutine? Non, mais vous savez, Depardieu est un grand acteur, mais il peut être aussi politiquement crétin. Mais c'est un grand acteur. Est-ce que vous auriez aimé être footballeur, vous? Vraiment le joueur, Non, je crois pas. Je crois pas. C'est trop dur, c'est trop dur. Non, non. Est-ce que vous pouvez taper dans un ballon et là nous faire des tirs au but? Vous savez, j'ai 2 hanches donc artificielles, donc je suis plus un grand joueur. Mais évidemment, je peux taper dans un ballon. Ça va. Je peux taper même dans moi, un ballon. j'y arriverais. Il n'y a pas de goal, etc. C'est pas compliqué. Pas trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Regardez-moi. Cette belle image. Vous voyez, ça marche. Facile. Facile, ouais. Et d'un, on s'arrête à combien? 2. Vous voulez encore quelque chose? Non, mais c'est trop facile. Trop facile. Là, j'arrête parce qu'après, on va dire ça marche plus. C'est ça. Qu'on avait triché. Alors, vous pariez sur l'essor du foot féminin? Oui. D'ailleurs, ça se voit. On voit le foot féminin, petit à petit, disons, devient de plus en plus populaire. Et de plus en plus à la télévision. Et de plus en plus. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été commandé, qui a débuté par l'équipe nationale du Danemark et de Suède et de Norvège, qui est que, sous le maillot national, les femmes joueuses dans leur équipe gagnent autant que les hommes. Et il est inadmissible qu'en équipe de France, eh bien, les femmes qui portent le maillot bleu-blanc-rouge, qui écoutent la Marseillaise, qui jouent sous le son de la Marseillaise, eh bien, n'aient pas le même salaire que les hommes en équipe nationale. Il n'y a aucune justification à cette différence. Comme au tennis. Comme au tennis d'ailleurs, etc. Et c'est un combat qu'il faut soutenir et qu'il faut mener.